Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à présenter pour ces journées du réseau français de l'hypertension pulmonaire à propos des hypertensions pulmonaires des cardiopathies congénitales en 2021. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé récemment. Et ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que cette présentation est garantie sans Covid pour cette année, c'est une bonne nouvelle. Donc, de quoi parle-t-on? Des hypertensions pulmonaires associées aux cardiopathies congénitales, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Il y a l'hypertension précapillaire, on va en discuter un petit peu plus tard, mais il y a également l'hypertension post-capillaire, l'hypertension qui peut être isolée post-capillaire, notamment chez les patients qui ont un ventricule unique, une dysfonction de la valve atrioventriculaire, un obstacle au niveau des veines pulmonaires, un cœur triatrial, etc. Et également, on a des patients qui vont avoir une hypertension pulmonaire qui va être pré- et post-capillaire, et qui vont en fait rejoindre les caractéristiques des deux patients avec ce qu'on connaît des hypertensions mixtes qui nous posent problème. Et dans cette présentation, on va se concentrer uniquement sur l'hypertension pulmonaire précapillaire, en sachant que les dernières recommandations ne parlent pas d'un sous-groupe d'hypertension pulmonaire qui est vraiment particulier aux cardiopathies congénitales, qui sont les hypertensions pulmonaires segmentaires qu'on peut rencontrer par exemple quand on a un shunt avec une sténose pulmonaire ou encore une atrésie pulmonaire à septum ouvert, avec des zones qui sont hypovascularisées et des zones qui sont en hyperdébit depuis longtemps et qui développent de l'hypertension pulmonaire, donc segmentaire. Ça peut s'apparenter à un groupe 4, un groupe 5, mais bon, peut-être que les futures recommandations nous en parleront. Donc l'hypertension artérielle pulmonaire des cardiopathies congénitales, donc les patients du groupe 1 précapillaire isolés, on va rencontrer déjà plusieurs sous-types d'hypertension pulmonaire associée aux cardiopathies congénitales. L'HTAP associé à un shunt gauche-droit qui est de taille conséquente, suffisamment conséquente pour élever le débit pulmonaire et être responsable d'une hypertension pulmonaire avec une élévation modérée des résistances vasculaires pulmonaires où le shunt reste gauche-droit. On a également des hypertensions artérielles pulmonaires associées à des petits shunts avec des petites communications cardiaques qui ne sont pas censées être responsables de l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est-à-dire une petite CIV par exemple de moins d'un centimètre ou une petite CIA de moins de 2 cm de diamètre effectif qui habituellement ne donnent pas ce tableau. Et on va avoir un tableau clinique qui va être plus proche de l'hypertension pulmonaire idiopathique. Une autre classe d'hypertension artérielle pulmonaire, les HTAP après correction cardiaque, que ce soit chirurgicale ou percutanée. Donc on a eu un shunt à un moment donné, ce shunt a été fermé, l'hypertension artérielle pulmonaire reste, mais il n'y a plus de voie de décharge des cavités cardiaques droites. Et en dernier, ce qu'on rencontre le plus fréquemment dans les cardiopathies congénitales adultes, puisque c'est plus de 50% des causes d'hypertension pulmonaire, c'est le syndrome d'Eisenmenger. On a eu un shunt gauche-droit, l'hypertension pulmonaire avec une élévation des pressions à cause de l'élévation du débit, le développement d'une artériolite pulmonaire, l'élévation des résistances vasculaires pulmonaires qui à terme vont se fixer et une inversion du shunt. Donc le syndrome d'Eisenmenger, c'est HTAP, inversion du shunt, donc cyanose, les deux complications. Et on a en fait deux maladies différentes. Le syndrome, l'HTAP avec shunt gauche-droit et son stade ultime qui est le syndrome d'Eisenmenger avec l'inversion du shunt. Et de l'autre côté, des HTAP au pronostic qui est plus sombre, qui ressemble plus à l'HTAP idiopathique. Ce sont les petits shunts et l'HTAP après correction. L'état des lieux, on a finalement assez peu de données, puisque les cardiopathies congénitales adultes, ça reste une maladie qui est rare, un petit peu moins d'1% des naissances, mais tout de même, la prévalence de l'HTAP chez ces patients avec cardiopathie congénitale peut aller jusqu'à 5 à 10%, et donc avec le syndrome d'Eisenmenger qui représente plus de la moitié de ces patients. Des données récentes qui nous disent qu'on est plus autour de 5-6%, et les dernières données européennes de 2014, la photo qui a été faite à ce moment-là, qui nous met en évidence que l'HTAP, c'est 3,2% des patients avec cardiopathie congénitale. Quels sont les facteurs de risque de développer une hypertension artérielle pulmonaire? Bien sûr, l'âge au moment de la réparation, l'âge tout court si la cardiopathie n'a pas été réparée, notamment chez les patients qui ont un shunt pré-tricuspide comme une communication interauriculaire, le type de shunt, c'est-à-dire que quand on a un shunt post-tricuspide, on a bien sûr plus de risque de développer une hypertension pulmonaire, et le sexe féminin, avant correction du shunt, c'est un facteur de risque de développer une hypertension pulmonaire. Comment est-ce qu'on dépiste l'hypertension artérielle pulmonaire chez des patients qui ont une cardiopathie congénitale? Alors, on sait que l'échographie, ça va être la base du dépistage de l'hypertension artérielle pulmonaire, avec un algorithme dans les dernières recommandations de 2015 qui est très bien fait, où on va classer probabilité faible, probabilité intermédiaire, probabilité élevée.
Eh bien, malheureusement, chez les patients qui ont une cardiopathie congénitale, la plupart du temps, on ne peut pas appliquer cet algorithme et donc la probabilité échographique n'est pas valable. En effet, on a l'hyperdébit qui va fausser les données, on a la dilatation des cavités cardiaques droites qui est classique en cas de shunt gauche-droit au niveau atrial par exemple, donc on ne peut pas compter sur ce critère-là. Donc pour autant, il faut essayer de l'utiliser, mais on va souvent être induit en erreur. Et donc ce papier, cette revue du JACC qui est paru en 2018 qui nous rappelle qu'on a des particularités, notamment chez les patients qui ont un ventricule droit systémique qui est en position sous-aortique, on ne peut pas utiliser le flux d'insuffisance tricuspide avec vraiment beaucoup de modifications et ne pas oublier que finalement l'évaluation échographique de l'hypertension pulmonaire dans les cardiopathies congénitales, ça reste une affaire de gens qui voient des cardiopathies congénitales et de préférence cardiopathie congénitale et hypertension pulmonaire. Quelles sont les conséquences de cette hypertension artérielle pulmonaire chez les patients qui ont une cardiopathie congénitale? Ce schéma qui représente l'évaluation, le pic de VO2, donc la capacité à l'exercice, on voit que les patients qui ont un syndrome d'Eisenmenger sont tout en bas. Ils ont la capacité à l'exercice la plus faible, avec un pic de VO2 moyen de 12,5, ce qui est vraiment extrêmement faible. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un pic moyen de 12,5, une VO2 max à 12,5? C'est évident qu'on ne peut pas proposer tous les métiers, toutes les activités à ces patients-ci. Et donc, on a un indicatif en fonction du pic de VO2, quelle profession, qu'est-ce qui est comme demande. Donc, par exemple, en vert, on voit qu'on peut proposer de cuisiner, même si cuisiner, du coup, ça peut être du sport pour certains. Mais c'est évident qu'on ne va pas proposer de rentrer chez les pompiers à un jeune homme qui a une cardiopathie congénitale avec une hypertension pulmonaire, puisqu'en termes de capacité à l'effort, il ne sera pas du tout adapté. La grossesse, puisque ça fait partie, on va dire, de la qualité de vie et des choses qui vont être des situations à risque. Donc la grossesse dans le syndrome d'Eisenmenger, on ne parle que du syndrome d'Eisenmenger maintenant, ça représente un risque à toutes les étapes, avec une mortalité maternelle qui est importante, qui est plus faible, comme on le voit sur le schéma maintenant, en tout cas dans les années plus récentes, mais qui reste quand même très élevée, puisqu'on va avoir environ 20% de décès maternels, et extrêmement fréquent au moment du péripartum, et c'est là également que se passent toutes les complications. Pendant la grossesse, on a une diminution des résistances systémiques, on va avoir une majoration donc du shunt droit-gauche avec une aggravation de la cyanose et une diminution du débit pulmonaire. Et donc ces complications vont être prédominantes au moment du péripartum, y compris dans le premier mois qui suit l'accouchement. Et donc ces études et ces risques ont mené les dernières recommandations sur les congénitaux adultes de 2020 à inclure que la grossesse était déconseillée chez les patients qui présentaient une hypertension pulmonaire associée à une cardiopathie congénitale, et c'est parfaitement logique vu ces chiffres. Cependant, on a des chiffres un petit peu plus différents récemment, même si ça reste contre-indiqué, on peut faire une adaptation du risque un petit peu différente. Donc on a d'abord une cohorte française qui a été réalisée sous la houlette de Magali Ladouceur, 28 grossesses chez 20 patientes, ça semble faible, mais attention, on parle d'une maladie rare où la grossesse est contre-indiquée. Beaucoup de complications obstétricales, essentiellement prématurité, puisque terme moyen 33 semaines, petit poids de naissance, des hémorragies du postpartum et un tiers d'événements cardiaques. Cyanose, bien sûr, mais également insuffisance cardiaque essentiellement et des thromboses. Un décès sur toute la cohorte, donc 5% des patientes. Et les données de ROPAC, que ROPAC est le registre de l'ESC. Alors dans ROPAC, attention, le papier qui décrit les hypertensions pulmonaires décrit à la fois des hypertensions pulmonaires précapillaires, mais également des hypertensions pulmonaires post-capillaires du groupe 2. Et donc dans ce papier, on a uniquement 26% des patients qui nous intéressent et uniquement 28 patientes avec une HTAP associée aux cardiopathies congénitales. Et donc, que dire opaque? On regarde les chiffres. Donc, on a des décès dans le postpartum, un décès sur les 28 patientes, donc qui représente environ 4% des patientes. Essentiellement des événements à type d'insuffisance cardiaque, plus d'un tiers des patientes avec insuffisance cardiaque, et des arythmies, notamment ventriculaires. Donc, une grossesse qui reste à haut risque, même si la mortalité des 20% est probablement beaucoup plus faible, mais en tout cas vraiment un risque important d'insuffisance cardiaque et un risque d'arythmie. On va parler maintenant pronostic des hypertensions artérielles pulmonaires associées aux cardiopathies congénitales. Alors on sait depuis longtemps maintenant que ce pronostic est bien meilleur que dans l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique. Mais on compare essentiellement, quand on parle de ces patients, le syndrome d'Eisenmenger aux HTAP idiopathiques. Ce qu'on sait également, c'est que
il y a une variation du pronostic au sein des patients qui ont une HTAP associée à une cardiopathie congénitale. Si on prend les patients qui ont une cardiopathie congénitale simple, on sait que leur espérance de vie est réduite de 20 ans par rapport aux patients qui n'ont pas d'hypertension artérielle pulmonaire. Et si on regarde les patients qui ont une HTAP avec une cardiopathie congénitale complexe, leur espérance de vie est en revanche réduite de 40 ans par rapport aux patients qui n'ont pas d'hypertension artérielle pulmonaire. Et concernant le papier le plus récent sur le pronostic en fonction des différentes formes, qui date de 2014, en fait, vraiment, tout dépend du type d'hypertension pulmonaire associée aux cardiopathies congénitales quand on ne fait pas que regarder le syndrome d'Eisenmenger. Donc, quand on a une hypertension artérielle pulmonaire associée à un petit shunt, on va avoir un pronostic qui ressemble à celui d'une hypertension artérielle pulmonaire idiopathique. Donc, globalement, au niveau du traitement, ça va avoir les mêmes implications. Et quand on a une hypertension artérielle pulmonaire avec un shunt fermé, c'est là que le pronostic va être le plus sombre. En effet, on va avoir une élévation des résistances et ces patients qui ont l'avantage de la décharge des cavités cardiaques droites l'ont perdu puisque leur shunt a été fermé, que ce soit chirurgicalement ou par cathétérisme. Donc on a vraiment deux types de maladies différentes, comme on le disait tout à l'heure. Les HTAP avec shunt gauche-droit, où on n'a pas encore les résistances vasculaires pulmonaires qui sont fixées avec cette élévation qui n'est pas encore importante, le syndrome d'Eisenmenger du même côté. Et de l'autre côté, les hypertensions artérielles pulmonaires avec un petit shunt qui est vraiment coïncidental, qui ne devrait pas entraîner de l'hypertension pulmonaire normalement, donc quelque chose qui ressemble à de l'HTAP idiopathique. Et pire, les hypertensions artérielles pulmonaires avec un shunt fermé. La valeur du test de marche, elle est soulignée dans différentes études, que ce soit le test de marche de 6 minutes initial, au moment où on diagnostique l'hypertension pulmonaire, ou la valeur pronostique de la détérioration de la distance parcourue, et notamment quand on fait passer ces patients en dessous d'un seuil qui est fixé à 300 mètres dans cette étude. Et on a aussi l'intérêt d'évaluer une combinaison de paramètres, puisque l'évaluation des patients qui ont une HTAP associée à une cardiopathie congénitale, c'est difficile. Se baser sur un seul paramètre, par exemple la classe NYHA, c'est compliqué parce qu'on a quelque chose qui est assez subjectif. On a des patients qui sont jeunes, qui vont s'adapter à leur incapacité à l'exercice. Et donc finalement, une combinaison de paramètres, ça semble plus judicieux, puisque plus on ajoute les paramètres, et plus on va avoir un risque qui est important. Et donc, ça va permettre d'aller dans le bon sens et vraiment d'estimer au mieux le risque pour essayer de guider le traitement. Donc, la dyspnée est un paramètre important avec la classe NYHA, mais également la diminution de la saturation, on va le voir juste après, et la réduction du test de marche. Et on a vraiment une valeur additive de ces facteurs de risque. La diminution de la saturation, c'est quelque chose de très important, puisqu'on sait que ces patients, notamment, enfin ceux qui ont un syndrome d'Eisenmenger, vont avoir une cyanose. Et en fait, on sait que s'ils diminuent leur saturation, le pronostic va être plus sombre. Et c'est sans doute pour ça que quand on leur met des IPDE5 qui vont tolérer correctement ces IPDE5 et qu'on voit la saturation remonter, c'est ce qu'on observe en pratique et puis dans certaines données rétrospectives, c'est ce qui a été montré également, on sait que ça va pouvoir les améliorer. Même si, bien entendu, il n'y a pas d'études de randomisées, double aveugle, contre placebo pour les IPDE5 dans l'Eisenmenger. Mais vraiment, le rôle du delta, de l'évolution du patient, c'est très important comparativement à une évaluation fixe à un temps T. Donc on peut donner un seuil de 80% pour la saturation, mais ce qui est encore mieux, je pense, c'est de vérifier la dynamique, savoir si la saturation est stable ou si elle diminue, voir si elle remonte, c'est encore mieux. Donc les facteurs de risque pronostiques chez les patients d'Eisenmenger, ils sont connus. L'âge, les cardiopathies, les shunts tricuspides, il y a des facteurs intrinsèques, mais également des facteurs qui sont modifiables, comme la classe NYHA, le test de marche, qui vont pouvoir se modifier au cours du temps, la natrémie, la carence martiale. Et il y a une large étude multicentrique qui est sortie en 2017, qui met en évidence que les facteurs de risque les plus importants chez les patients avec syndrome d'Eisenmenger, il y a l'âge, le shunt prétricuspide, la saturation au repos, la présence d'un épanchement péricardique à l'échographie et la présence d'une arythmie. L'arythmie est un facteur également très important chez ces malades. Justement, en parlant d'arythmie, on a un papier qui est très récent, qui regarde un petit peu les TSV, les tachycardies supraventriculaires chez les patients qui ont une hypertension pulmonaire précapillaire de façon générale. Et donc on voit que ceux qui ont le plus fréquemment une arythmie dans cette population d'hypertension pulmonaire précapillaire, ce sont les patients qui ont une HTAP associée aux cardiopathies congénitales, puisqu'on a plus d'un tiers de ces patients qui vont développer une arythmie supraventriculaire.
Alors l'arythmie, en effet, c'est assez logique, même dans l'hypertension pulmonaire en général, qu'à terme de l'évolution, on développe une arythmie. On va avoir une dilatation de l'oreillette droite qui va être secondaire à l'augmentation de pression. On a un stress de la paroi de l'oreillette droite qui est important. Ça va faire le lit de la fibrose de l'oreillette droite, et donc bien entendu peuvent se déclencher flotteurs, tachycardie atriale et fibrillation auriculaire. Quand on a une perte de la systole atriale, on va pouvoir avoir un risque supérieur de décompensation cardiaque, et donc bien entendu il y a un intérêt à réduire ces patients, à éviter le développement de l'arythmie, mais également à la traiter rapidement. Alors, les antiarythmiques dans l'hypertension pulmonaire, c'est notamment le problème des antiarythmiques avec la contre-indication théorique des classes 1C, c'est le problème du bêta-bloquant quand on a une dysfonction ventriculaire droite, et l'amiodarone qui va être très efficace comme sur toutes les arythmies. Mais le problème de l'amiodarone, c'est essentiellement le caractère inhibiteur du cytochrome P450 et les interactions qu'il peut y avoir avec notamment le bosentan. Quid de l'anticoagulation également chez ces patients, puisque arythmie supraventriculaire, insuffisance cardiaque, donc indication avec un score de Chasv-Vasc d'anticoagulation chez ces malades. L'IHTAP, ça ne fait pas partie de ce qui classe le patient dans les fibrillations auriculaires valvulaires, donc on aurait le droit aux anticoagulants oraux directs. Cependant, ça n'est pas évalué dans cette indication chez des patients qui ont une HTAP avec une tachycardie supraventriculaire, bien qu'il y en ait quelques-uns dans les études de la fibrillation auriculaire. Et bien entendu, on se pose également la question de l'interaction, le cytochrome P3A4 avec le bosentan notamment, et les AOD, et notamment le rivaroxaban qui va être métabolisé par cette même voie. Donc il y a des questions. Je pense vous avez un topo également sur les anticoagulants oraux directs. Ce serait intéressant d'en discuter avec Laurent Bertoletti. Donc il y a pas mal de questions, il y a pas mal de réponses. Toutes ne sont pas apportées et je pense qu'on aura également des données qui vont arriver dans le futur. L'ablation, puisque c'est une technique pour guérir l'arythmie qui est de plus en plus utilisée. Alors on sait que l'ablation des arythmies dans l'hypertension pulmonaire et en particulier dans les cardiopathies congénitales, c'est quelque chose qui va être plus long, qui est plus difficile à réaliser, qui va être source de plus nombreuses procédures. On a une altération de l'oreillette droite, c'est déjà également plus difficile de reconnaître le rythme du patient sur l'ECG de repos, mais on sait que c'est quelque chose qui peut être tout à fait efficace. Donc on sait qu'il y a plus de récidives, mais il y a moins de problèmes médicamenteux, donc probablement il faut le faire de plus en plus, et plus on le fait tôt, plus on a de chances d'arriver à réduire l'arythmie, à la guérir, et à éviter des médicaments supplémentaires. L'oxygène, on ne va pas y revenir très longtemps. En tout cas, les dernières recommandations ESC nous disent clairement qu'on ne met de l'oxygène, notamment à un Eisenmenger, que si on a une preuve d'une amélioration soutenue confirmée. L'anticoagulation, on en a un petit peu discuté. Alors l'anticoagulation en général dans l'HTAP idiopathique, elle a fait la preuve de son efficacité. En revanche, pas du tout dans l'HTAP associée aux cardiopathies congénitales où on a un risque de saignement, notamment avec des collatérales orthopulmonaires, des hémoptysies, ça arrive quand même assez régulièrement. Et l'indication, c'est uniquement dilatation sévère de l'artère pulmonaire ou bien sûr événement thromboembolique. L'hémogramme d'un patient qui est en Eisenmenger, on va avoir une polyglobuline puisqu'on a la cyanose avec l'hypertension pulmonaire. Est-ce qu'il faut saigner le patient pour diminuer le risque d'AVC et les symptômes d'hyperviscosité éventuels ? Globalement, on sait qu'on va majorer le risque d'AVC et induire une carence martiale quand on fait des saignées. Et en général, la réponse, c'est plutôt non, en dehors vraiment d'un hématocrit très élevé avec des symptômes importants. Et on sait que quand l'hématocrit est élevé, notamment au-dessus de 65%, on a une meilleure capacité à l'effort, on a un meilleur pic de VO2, on a une meilleure distance parcourue au test de marche de 6 minutes. Donc il faut plus lutter contre la carence martiale, qui est un facteur de risque de morbimortalité dans l'hypertension pulmonaire des cardiopathies congénitales, plutôt que saigner. Donc il faut vraiment surveiller le bilan martial de ces patients, et on sait également que la supplémentation en fer améliore la capacité à l'exercice de ces patients. Les traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire associée aux cardiopathies congénitales, on n'a que 2 études randomisées double aveugle contre placebo. Le bosentan BRIS-5 qui inclut des patients en classe WHO3 avec une amélioration du critère principal, le test de marche de 6 minutes. Et on a une autre étude plus récente du macitentan dans l'étude Maestro qui sur le critère principal, le test de marche à 16 semaines, ne met pas en évidence d'efficacité. Donc c'est une étude négative
pour le critère principal, peut-être à cause des centres qui ont inclus les patients, à cause de la variabilité des tests de marche, des patients qui ont été inclus, puisque également des patients avec trisomie 21 étaient inclus dans cette étude, et donc avec une variation du test de marche qui n'était pas forcément le bon critère chez ces malades. On a quand même un signal positif qui était le BNP, avec une diminution du BNP dans le groupe macitentan par rapport au groupe placebo. Et quand on regarde uniquement, alors c'est peu de patients, c'est uniquement 39 patients au total, la sous-étude hémodynamique de Maestro, on a une amélioration des résistances pulmonaires et une amélioration du test de marche chez ces patients. Donc une étude qui est finalement mitigée, négative, mais qui donne quand même des critères de réflexion derrière. L'effet du traitement combiné, puisque même dans les recommandations, on parle de bithérapie pour ces patients qui ont une hypertension pulmonaire associée aux cardiopathies congénitales. Et on a cette étude très bien menée avec un large registre chez ces patients avec HTAP qui regarde les modifications hémodynamiques notamment, mais modifications du test de marche sous traitement spécifique de l'hypertension pulmonaire. Et on voit qu'on a une amélioration du test de marche de 6 minutes, mais également de tout ce qui est hémodynamique avec les résistances vasculaires pulmonaires, le gradient transpulmonaire. Et dans cette étude, on définit plusieurs groupes, avec un groupe très positif avec diminution des résistances pulmonaires, diminution du gradient transpulmonaire, amélioration du débit cardiaque, et un groupe, le rouge, qui lui aggrave ses résistances, son gradient et diminue son débit, qui est le groupe négatif. Et ce qu'on voit qui est intéressant, c'est que non seulement on a une amélioration hémodynamique sous traitement chez la plupart des patients, quasiment 70% des patients, mais également, mais ça met en évidence, ce qui n'était pas forcément évident au départ, le rôle pronostique de l'évaluation hémodynamique de ces patients. Et ça pose le problème, parce que pour l'instant, c'est pas de recommander, clairement. En tout cas, dans les recommandations des congénitaux adultes, on n'en parle pas. Donc ça pose le problème et l'intérêt notamment des réévaluations hémodynamiques régulières de ces patients afin de guider la stratification du risque chez ces malades. Donc les guidelines nous disent clairement que quand on a une HTAP avec un shunt fermé, il faut être similaire à l'hypertension pulmonaire du groupe 1 classique. Et quand on a une Eisenmenger avec une distance parcourue au test de marche de moins de 450 mètres, ce qui est le cas quand même la plupart du temps, on démarre par une monothérapie antagoniste des récepteurs de l'endothéline et si échec, bithérapie. Quand on a un shunt gauche-droit, si on ferme pas, on va voir qu'il va falloir traiter et réévaluer les résistances pulmonaires. Et donc le but, ça va être de prévenir finalement le développement de cette maladie, prévenir le développement de l'hypertension pulmonaire associée aux cardiopathies congénitales. Alors les recommandations de 2015, on avait des seuils de résistance pulmonaire qui étaient 2,3, 4,6 la zone grise, au-dessus de 4,6, globalement il ne faut pas fermer. On a les recommandations américaines en 2018 qui, elles, fixent le seuil à un tiers des résistances vasculaires systémiques. Donc, quand on a des RVP à plus d'un tiers des résistances vasculaires systémiques, c'est globalement consultation dans un centre expert et discussion, mais plutôt une classe 2B pour la fermeture. Et on a ces recommandations qui viennent un petit peu éclairer les choses et qui sont, à mon avis, beaucoup plus simples, qui sont les dernières recos des congénitaux adultes. Donc, bien entendu, mesure des résistances pulmonaires quand on a des signes d'élévation des pressions pulmonaires en échographie. Ensuite, quand on a un shunt droit-gauche, bien sûr, on ne ferme pas. Quand on a un shunt gauche-droit, résistance vasculaire pulmonaire inférieure à 3, il faut fermer, que ce soit CIA, CIV, canal artériel. Résistance vasculaire pulmonaire entre 3 et 5, on peut fermer. C'est une recommandation de classe 2A, donc plutôt il faut fermer. Et résistance vasculaire pulmonaire au-dessus de 5, globalement, recommandation de grade 2B, plutôt il ne faut pas faire quand on a un shunt post-tricuspide. Et quand on a des résistances pulmonaires au-dessus de 5, mais qui diminuent en dessous de 5 après mise en place d'un traitement spécifique de l'hypertension pulmonaire, globalement, c'est un 2B pour une CIA avec une prothèse fenêtrée. Donc la question, est-ce qu'on va traiter pour réparer ? Globalement, oui, puisque dans ces recommandations, pour les communications interauriculaires, quand on a des résistances pulmonaires au-dessus de 5, on traite avec un traitement spécifique, on réévalue pour voir si les résistances passent en dessous de 5, auquel cas on peut proposer une fermeture avec une prothèse fenêtrée de CIA. En conclusion, je dirais qu'on a quand même beaucoup de questions encore quant à l'HTAP des cardiopathies congénitales. On a notamment des choses qui vont sûrement arriver dans le futur, mais en effet, ça prend du temps parce que ça reste une maladie qui est rare. La stratification du risque dans l'hypertension pulmonaire associée aux cardiopathies congénitales, elle a tout intérêt à être spécifique parce qu'on n'a pas le même devenir des patients.
Je pense qu'il y a une chose qui est importante à discuter finalement dans un futur proche, c'est l'intérêt de l'hémodynamique dans le suivi, puisque jusqu'à présent, il était clairement stipulé qu'au-delà de 18 ans, quand le diagnostic était fait, on n'avait pas besoin de réévaluer de façon hémodynamique les patients. Mais en tout cas, les études récentes tendent à prouver que c'est un apport en termes pronostiques. Je pense que les recommandations de l'hypertension artérielle pulmonaire, les prochaines, vont tendre à modifier les indications thérapeutiques pour les traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire, notamment quand on a un petit shunt ou un shunt gauche-droit. En tout cas, quand on a un petit shunt ou un shunt fermé, les rapprocher de tout ce qui se fait dans l'HTAP idiopathique. Et je pense qu'on a également besoin de données complémentaires, tant au niveau des nouvelles thérapeutiques, par exemple comme le Selexipag, mais également au niveau de ces prothèses de CIA fenêtrées qu'on peut mettre en place. Je vous remercie pour votre attention.